On va juste faire un petit point boutique que j'ajouterai à la prochaine vidéo. Il y a juste une petite nouveauté dont je dois vous parler et puis faire le point sur les délais de livraison. Les bougies de Biflame, soyez la flamme. C'est Bénédicte qui fait ça. Je vous laisserai rencontrer cette nouvelle artisane sur notre boutique qui fait des bougies en colza. C'est la cire de colza, sans parfum, sans odeur, sans fumée, contrairement à la plupart des bougies un peu premier prix qui sont de la cire dérivée du pétrole. Voilà, c'est des bougies un peu comme ça, la plupart du temps, qui sont pas très chères. Vous pouvez en acheter de ce format saine, on va dire. Elles sont un peu plus coûteuses. Mais ça, c'est pour les soirées. Les soirées délestage, les soirées coupure de courant. Vous pouvez vous prendre un bougeoir avec quelques petites bougies, comme ça fait joli sur la table. Et donc, les bougies de Biflame, ce sont celles-ci. Voilà, bougies en forme de rose, en forme de cube, en étoile, en petit pull. Ça, c'est pour Bruno Le Maire, ça, les bougies pull à col roulé, en différentes couleurs, donc, et puis les pelotes, le duo pelote. Donc vous avez le choix pour garnir la table de Noël, parce que évidemment, comme tout le monde va faire tourner l'appareil à raclette, et les planchas et les conneries comme ça, je sais que vous allez énerver Bruno Le Maire en coulant le pays le 24 décembre au soir. Donc il faut avoir les bougies. Et autant que ce soit de belles bougies. Voilà, on peut faire du délestage dans l'art et la beauté. Donc ça, c'est les nouveautés. Et pour les délais de livraison, parce qu'il y en a peut-être qui vont s'inquiéter, parce que sur la boutique, il y a des délais de livraison indiqués qui sont un peu larges. Mais évidemment, pour la période de Noël, on va faire en sorte que toutes les commandes soient livrées à temps. Donc toutes les commandes de ce week-end seront expédiées lundi, donc lundi 19. Et puis ensuite, je passerai à la poste tous les jours. Donc les commandes du lundi seront expédiées le mardi, celles du mardi le mercredi le jeudi. Et au-delà du jeudi, je pense par contre que même en Colissimo, ça va être compliqué d'être livré avant le samedi. Donc je pense que vous avez jusqu'à mercredi pour commander et être livré avant Noël. Au-delà, ça va être compliqué. Et ça vaut pour les Colissimo parce qu'au Mondial Relais, ce sera peut-être un petit peu plus long. Les commandes du week-end expédiées le lundi, ça devrait passer. Mais après, au-delà, c'est au petit bonheur la chance. Moi, je ferai ce que je peux pour les expédier le plus vite possible. Et puis on verra comment ça arrive. Voilà. Évidemment, pour les produits à la commande, on fait ce qu'on peut aussi, mais les chemises, les planches à découper et puis les coques de téléphone, il y a peut-être un risque là déjà pour que ça arrive soit juste avant Noël si vous avez du bol, soit après quand même. Voilà, donc vous pouvez passer commande, vous fiez pas trop au délai de livraison indiqué sur la boutique qui inclut je crois 7 jours de préparation plus 3-4 jours de livraison, donc je crois que tous les délais en fait de livraison indiqués sur le site sont déjà au-delà du 25, alors qu'en réalité si vous commandez maintenant, vous pouvez être livré encore avant Noël. Un urologue exilé fiscal en Belgique, multimillionnaire, vient dans les médias français pour traiter les chômeurs de feignasses. Oh là là. C'est bien parce que c'est un mec qui est mesuré. C'est lui qui parlait à la tribune à propos des Gilets jaunes qu'il y aurait bientôt une société de, comment il avait dit, des dieux et des inutiles. Citant Harari, qui est un espèce de malade mental orienté World Economic Forum. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et le gars, juste avant la pandémie, il te dit « Oui, on va vers un monde où il n'y a plus que des dieux et des inutiles ». Et au moment de la pandémie, il était bien content, à mon avis, de trouver les inutiles pour lui servir sa bouffe, nettoyer chez lui, nettoyer les rues, continuer à livrer les magasins et faire tous ces boulots que notre société reconnaît si peu, ou je sais plus quoi. Macron aussi, il avait sorti les violons. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. On voit que tout continue comme avant. Et donc on a ce type qui va essayer de diviser les travailleurs et les chômeurs. Il y a quand même un problème de justice sociale. C'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que les cotisations chômage et donc les allocations chômage des gens qui refusent de bosser, elle est payée par les gens qui se lèvent pour aller bosser. Donc en termes de justice sociale. Alors, c'est pas tout à fait vrai puisque le chômage est une assurance. C'est pas un revenu de base. Et à partir du moment où les gens touchent le chômage, c'est qu'ils ont cotisé. Et il faut savoir que la plupart des gens qui sont au chômage ne touchent pas d'allocation. Tiens, ça me fait rappeler justement ce truc-là. Est-il vrai que 60% des chômeurs ne sont pas indemnisés? En général, quand ils formulent la question comme ça, c'est que oui, c'est vrai, et c'est gênant. Voici la part des demandeurs d'emploi A, B et C, donc les catégories de chômeurs, indemnisés par l'assurance chômage et l'État. Et on voit qu'on passe 2009, 2008 autour de 65, 66, 67%, à en dessous de 50%, on est à 46, 7 à juin 2022. Et on voit les effets déjà de la réforme chômage, et la prochaine réforme chômage justement qui va réduire la durée d'indemnité, va permettre de diminuer la part des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui n'ont pas d'indemnité. Donc plus de la moitié des chômeurs n'ont pas d'indemnité chômage. Des chômeurs inscrits à Pôle emploi, il y a tous les chômeurs qui n'y sont pas. Reprenons. Des gens qui refusent de bosser, elle est payée par les gens qui se lèvent pour aller bosser. Donc en termes de justice sociale, en termes d'égalité sociale, et la justice sociale, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Il est injuste que des gens feignants qui refusent de bosser soient subventionnés par des gens qui, eux, vont bosser, y compris dans des métiers durs. Donc il y a un moment où il faut être réaliste. On ne peut pas justifier que les gens feignants soient subventionnés par les gens qui, eux, bossent. Est-ce que ça vaut aussi pour les entreprises et les 50 milliards là, du plan France 2030? Est-ce que ça vaut pour les mecs qui installent des panneaux solaires et des éoliennes et qui sont subventionnés par l'État? Donc évidemment, ils ne parlent pas des restaurateurs, justement, qui ont été particulièrement assistés pendant la crise du Covid et qui s'en sont mis plein les poches pour certains. Donc est-ce que là, ça s'applique ce qu'ils racontent? Pas sûr. Il n'y a presque pas de chômage en ce moment. Pour ne pas trouver du boulot, il faut le faire exprès en ce moment. Il est normal que les gens qui soient au chômage, ils soient moins bien indemnisés dans des situations où c'est très facile de trouver un boulot. Et je le répète... Sauf que le présupposé de base est faux. Il n'est pas plus facile aujourd'hui de trouver un boulot qu'avant. Enfin, un boulot bien payé, quoi. Un boulot convenable. Il y en a marre de cette situation où on trouve normal que les travailleurs, que les gens qui bossent subventionnent les gens qui ont décidé de ne pas bosser alors qu'il y a plein d'emplois disponibles. Ça commence à tourner en rond. La justice sociale, c'est pas de taxer les gens courageux qui vont bosser pour subventionner les gens qui ont décidé d'être feignants et de ne pas bosser. C'est très injuste. Et je trouve que ce refus de pousser les feignants à bosser, il est injuste. Il y a un moment où il faut être raisonnable. Il n'y a rien qui va dans son explication. Tout est faux. Tout repose sur un monde qui est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde actuellement. L'assurance chômage est une assurance, c'est-à-dire que les gens cotisent pour leurs droits, pas pour payer celui des autres. Et donc, vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement et le risque de récession de plus en plus élevé qui va sans doute se réaliser en 2023, il est possible que certaines personnes soient très contentes d'avoir une assurance chômage qui les protégera le moment venu. Quant aux éventuels, ils existent, chômeurs feignants qui font exprès de ne pas travailler et qui font exprès d'alterner des périodes de travail pour ensuite se mettre au chômage, est-ce que vous avez envie d'embaucher ces gens-là? Il a hâte d'embaucher des gens qui ne veulent pas travailler. Alors, je préfère donner 800 balles et que tout le monde se cotise pour donner 800 balles à quelqu'un qui veut rien foutre, tu vois, et qui a travaillé pour avoir droit à ces 800 balles, parce que sinon, c'est le RSA. Et le RSA, il y a de plus en plus de contraintes aussi pour y avoir droit. Faut aller marger, faut donner justification qu'on cherche un boulot, souvent. Des fois, maintenant, dans certains départements, ils veulent tester le travail gratuit. En échange de ton RSA, tu iras travailler pour ta commune 20 heures par semaine, sans être payé, évidemment. Tu touches déjà le RSA, tu vas pas demander à être payé pour ce travail. Allons donc. Donc, les fameux chômeurs assistés, etc., c'est pas non plus une condition je fous rien chez moi, quoi. Si tu justifies pas un moment de certaines recherches d'emploi, tu te fais virer du chômage, tu te fais virer du RSA. Et t'as cotisé pour avoir ça. Quant à l'idée de pousser les feignants au travail,
une fois de plus, je me dis qu'un patron n'a peut-être pas envie de payer plein pot, c'est-à-dire au moins au SMIC, c'est-à-dire au moins 1600, 1700 euros maintenant peut-être, toute cotisation incluse, pour avoir quelqu'un dans son entreprise qui va lui casser les couilles. Un jour sur deux, il n'est pas là, il se lève pas le matin, il n'a pas envie de travailler, il traîne les pieds, ceci, cela. Est-ce que tu as envie de l'avoir et de le payer plein pot? Non. Il vaut peut-être mieux donner sa petite cotisation. La société lui donne 800 balles et tout le monde paye. Et puis il reste dans son coin et il fait pas chier. C'est un peu cynique. Hein. C'est une vision de droite du chômage, si tu veux. Mais après, on peut aussi se dire que dans la vie, on a tous des moments où on n'a pas forcément très envie de travailler pour différentes raisons, ou parfois on a envie de se lancer dans d'autres activités, on a besoin de faire une pause. Il y a 1000 raisons qui peuvent faire qu'à un moment, on est démotivé. Ça peut être aussi un moment de pause et de réflexion pour se réorienter professionnellement. Et donc, effectivement, tu te mets au chômage. Et il ne faut pas forcément voir les gens qui sont au chômage comme des feignants. Après, si vous pensez que les chômeurs ont une chance formidable, je rappelle que le montant moyen de l'indemnité, c'est 800 euros par mois. Tu vas pas loin avec 800 euros par mois. Peut-être que si on revalorisait un peu le travail, plutôt que d'enterrer les chômeurs qui sont déjà en dessous du seuil de pauvreté, si on revalorisait le travail et qu'on créait un gap plus important pour inciter les gens à aller travailler, peut-être qu'ils seraient plus intéressés. Parce que là, on va voir dans un instant le gros problème de la plupart des boulots où les gens ne trouvent pas, les employeurs ne trouvent pas de candidats, c'est que le poste est déficitaire. On va voir ça. La justice sociale, c'est important. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui se lèvent tôt le matin pour subventionner les gens qui ont décidé de faire la grasse matinée. C'est injuste. Ce n'est pas la justice sociale, c'est l'injustice sociale. Non, ça s'appelle Twitch et YouTube. Des types qui se lèvent pas le matin et qui sont subventionnés par ceux qui se lèvent le matin. Alors, on va aller voir ensuite, parce que ça chialait encore. Ça chialait chez les restaurateurs. Toujours en train de chialer. Pas mieux de payer les gens. Chialerait moins. Manigo qui nous parle de la valeur travail. Réforme de l'assurance chômage, des règles sont durcies. Écoutons ce cher Manigo. Sur le plan national, nous avons besoin de 300 000 emplois. 300 000 emplois vacants. Et lorsque nous allons sur le site de pôle emploi.fr, nous, en tant qu'employeurs, eh bien, nous avons accès à cette base de données de ceux qui bénéficient de la solidarité nationale. Et ça ne me pose aucun problème lorsqu'il n'y a pas de débouché. Mais figurez-vous qu'à ce matin encore, il y a plus de 100 000 personnes qui sont inscrites sur le site de Pôle emploi, inscrits sur le base du volontariat, parce que vous pouvez aussi cocher la petite case en disant « je ne veux pas être contacté ». Eh bien, vous avez plus de 100 000 personnes qui bénéficient de la solidarité nationale, alors que nous en recrutons 300 000. Là, je pense qu'il parle de gens qui ont coché la case pour être contactés dans le milieu de la restauration. Parce qu'il y a plus de chômeurs que ça chez Pôle emploi. Je pense qu'il parle de 100 000 personnes qu'on dit restauration, vous pouvez me contacter pour avoir un boulot. Oui à la solidarité nationale, lorsqu'elle est nécessaire, évidemment, il faut protéger à ce moment-là celles et ceux qui en ont besoin, mais là, on est dans une situation où la destruction de la valeur travail a été mise en place. Donc, je peux que saluer cette réforme. Et je ne veux pas fanfaronner trop fort, parce que je crains, hélas, que les syndicats des salariés fassent, et je ne le souhaite pas, reculer notre ministre du Travail. Il faut qu'il tienne la barre. Ouais. L'économie française en a besoin. L'ensemble des artisans français recrutent. Et c'est une bonne chose. Ils recrutent des gens qui sont formés. Et la plupart des entreprises ne veulent pas former les gens parce que ça coûte de l'argent. Non seulement tu payes le type pendant son temps de formation, tu payes sa formation, tu t'investis et tu sais pas s'il va rester. Et nous, en Haute-Savoie, les entreprises veulent absolument pas former les gens, veulent pas payer le permis, par exemple, à des conducteurs de bus, de train, etc. Enfin, de camions. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que le gars a le permis, une fois que le gars est formé, il part en Suisse pour gagner 4 fois plus. Donc là, c'est un peu particulier, mais je pense que ça se passe comme ça aussi dans la plupart des entreprises en France, où les types veulent embaucher immédiatement un mec formé et le moins cher possible. Et ils n'ont pas envie de se faire chier à former un type qui peut-être demain va faire autre chose, peut-être qu'il déménage, tu vois. Tu t'es investi et t'as rien au bout. Donc là-dessus, il faudrait peut-être faire une sorte de contrat de formation, justement pour pouvoir faire une sorte de reconversion continue des personnes, au lieu d'avoir un CPF qui est une bureaucratie, un machin débile et une arnaque fantastique. Tu laisses les entreprises se démerder avec les employés, ils prennent qui ils veulent et ils se débrouillent pour le former. C'est-à-dire que tu prends un type
qui était dans un métier qui a disparu qu'à 40 ans. Il y a un vague lien avec un autre boulot, bon, on va aller s'orienter dans cette filière. Il rentre dans une entreprise et il a quand même des choses à apprendre. Et là, le patron se débrouille, soit pour le former en interne, soit pour passer par un organisme de formation externe si vraiment il y a besoin, et tu fais un contrat spécial de formation, qui n'est pas un CDD, qui n'est pas un CDI, mais un peu entre les deux, où tu prends un délai, par exemple, tu dis il faut 2 ans pour que le gars soit formé et productif, soit, disons, capable de se débrouiller tout seul. Tu formes le type avec une petite promotion sur le salaire, peut-être une petite subvention, là, ça peut être le moyen de faire revenir l'argent du CPF dans le système. Donc voilà, une forme de salarié un peu moins cher parce qu'il est en formation. Et au bout des 2 ans, le salarié doit rester dans l'entreprise un certain temps, qui est négocié à l'avance dans le contrat, 3, 4, 5 ans. Alors bien sûr, les contrats peuvent être rompus dans certains cas, hein, évidemment, comme pour un CDD, comme pour un CDI. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que l'employeur qui forme quelqu'un soit à peu près assuré d'un retour sur investissement. Et de cette façon, on peut avoir des gens qui sont formés sur le terrain et pas qui font des formations en naturopathie pour être branleurs, je sais pas où. Parce que le principe, on le connaît le principe, hein. On réduit la durée d'indemnisation quand il y a des postes à pourvoir, quand le taux de chômage baisse. Si le taux de chômage passe un certain cap, a priori 9%, et bien là, on rallongera la durée d'indemnisation. Ça peut vraiment changer quelque chose très concrètement. Selon vous, ça peut inciter des demandeurs d'emploi à retourner dans la restauration, à aller travailler et à signer des CDI. Oui, alors, il y a 2 exemples probants. Au mois de mai, de cette année, j'ai contacté pendant près de 2 semaines celles et ceux qui sont inscrits sur le site. Et à chaque fois, on me répondait « Rappelez-moi en septembre, là, vous comprenez, c'est les vacances. » J'ai fait le même exercice là. Eh bien, on me dit la même chose. « Oh, vous savez, c'est les fêtes de fin d'année, j'en profitais pour faire la tournée en famille. » C'est insupportable. Bah non, connard, c'est pas insupportable, ça s'appelle le marché. Je veux dire, les travailleurs, c'est des fournisseurs comme les autres qui arbitrent entre du temps libre et de l'argent. Et ils sont en train de se dire, est-ce qu'entre le chômage et un emploi, est-ce qu'il y a un tel écart que j'aurais envie de retourner travailler et d'employer tout mon temps libre à gagner ce petit écart entre le chômage et le travail. Manigold, il n'a pas annoncé combien il paye, mais il va dire au cours de la vidéo quelles sont les formidables conditions de travail qu'il offre, mais évidemment, le salaire ne sera pas évoqué. Et donc, les chômeurs font un arbitrage entre leur temps libre et puis la perspective de gagner un petit peu plus en allant bosser. Voilà. Donc, tant qu'ils touchent leur chômage, si tu leur proposes des postes au SMIC à Pétaouchnok avec des horaires décalés, des heures sup non payées et le boulot de base, en fait, dans la restauration, évidemment, les gens vont rester chez eux. Voilà. Évidemment, ils te disent, ah non, là, c'est les vacances, on va plutôt faire autre chose, tu vois. Je préfère rester au chômage que d'aller travailler. Oui, bien sûr. C'est insupportable comme situation. Parce que nous, les entreprises, je vous rappelle qu'on cotise pour qu'il y ait de la protection. Alors non, les entreprises de la restauration qui payent au SMIC en général, non, elles ne cotisent pas énormément pour le chômage. Et encore une fois, c'est une assurance. Ça fait partie du salaire de toute façon. Et c'est tant mieux. Et les mais on ne cotise également. pas pour que... Parce que c'est payé par les cotisations patronales et salariales. Donc ce qui est parfaitement insupportable, c'est celles qui nous écoutent, celles qui sont à leur travail aujourd'hui, eh bien elles cotisent. Il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit simplement de remettre au travail ceux qui bénéficient de la solidarité. Et particulièrement dans notre métier, la restauration. Je vous rappelle qu'on parle de crise alimentaire. Eh bien figurez-vous que nous, on nourrit chaque jour, midi et soir, on donne un repas sain et équilibré à celles et ceux qui travaillent chez nous. Je vous donne un... Donc là, il te dit, voilà, on parle de crise alimentaire. En France, il y a des gens qui n'ont pas à bouffer. Eh ben nous, figurez-vous, on donne à manger à nos salariés. Ils bouffent les restes. Exemple, samedi soir, je suis allé dans un de mes restaurants. Eh bien, les équipes mangeaient un joli risotto, un onglet de bœuf et une jolie sauce et un jus maison dans le tiroir. Vous voyez, et c'est incompréhensible. On peut pas... T'es payé au risotto et au jus de viande et tu viens pas bosser. Bah, c'est incroyable, c'est fou ça. Franchement, tu es content de mourir de faim chez toi? Allez, viens travailler pour moi, tu pourras lécher les restes. J'ai eu des retours de gens dans les commentaires qui ont bossé dans la restauration et qui disaient « Putain, avec le Covid, j'ai changé de crèmerie et j'ai pu avoir une vie sociale depuis que je ne travaille plus dans la restauration. » Le mec faisait des heures sup non payées, il a des coupures, donc les horaires apparemment, c'est vraiment un truc récurrent et qui pose problème. Et puis la paye de base est pourrave, donc c'est vidu.
Et en plus de ça, s'il faut aller se taper, s'il faut aller à Paris, rue de Chaillot tous les jours, ça veut dire que tu habites en banlieue ou hyper loin, parce que t'as pas un salaire terrible, je sais pas combien ils payent. Oui, j'aimerais bien savoir quel est le salaire chez Manigold, alors peut-être que dans les commentaires sur YouTube, on me le dira. N'hésitez pas à nous faire part des conditions de travail chez ce patron, pour savoir si vous avez plus qu'un repas gratuit gratté sur les restes. On va reprendre. Eh bien, les équipes mangeaient un joli risotto, un Joli onglet de risotto. bœuf et une jolie sauce et un jus maison joli de nos menu. tiroirs. Ben, vous voyez, Le petit c'est jus maison. c'est incompréhensible. On ne peut pas accepter que la solidarité nationale soit à ce point. Je suis persuadé que le ministre ne reculera pas. Il tiendra la barre. En tout cas, il a tout le soutien du syndicat patronal. Il y a un problème Tu de m'étonnes. rapport au travail. Il y a un nouveau rapport au travail, vous le constatez, un rapport qui s'est distendu. Oui, alors vous avez d'un côté, et c'est tant mieux, c'est l'honneur de la France que d'avoir protégé pendant la pandémie les salariés. Je rappelle que Les salariés. Oh, c'est l'honneur de la France d'avoir protégé les salariés. Mais nos Bravo. salariés sont restés à la maison sans rien faire et ont touché 84% de leur salaire. Je rappelle qu'en Italie, pays voisin, ami, c'était 600 € par mois, quel que soit le niveau de salaire. En Espagne, c'était 50% du SMIC. C'est l'honneur de la France d'avoir protégé ses salariés, mais c'est l'honneur aussi de celles et ceux qui ont bénéficié de cette protection de se remettre au travail. Je vois mes amis boulangers, mes amis bouchers, ceux qui sont dans le bâtiment, toutes les PME, toutes les TPE ont le même problème de recrutement. Il serait temps qu'on remette la France au travail. De plus que nous avons des défis majeurs qui nous attendent. L'économie française doit se relever et elle se relèvera ensemble. Et dernier point, lorsque le patronat recrute, eh bien, l'État a économisé près de 4,4 milliards de dépenses pour l'indemnité chômage. C'est une bonne nouvelle pour les comptes publics, c'est une bonne nouvelle pour la solidarité mieux orientée. les salariés ont touché des aides. Ils ont été aidés par la solidarité nationale et maintenant ils doivent aller bosser. Évidemment, les restaurateurs aussi ont touché des aides et peut-être qu'il faudrait à un moment monter les salaires, faire ce genre de choses. Vous trouverez sans doute plus facilement des gens. Parce qu'alors, pour aller bosser dans le centre de Paris pour un SMIC avec horaire décalé et un risotto, excuse-moi, mais je vais faire autre chose de ma vie. Et donc tout ça nous amène à la conclusion, le rapport au travail, mesdames, messieurs. Est-ce que les gens ne seraient-ils pas tous devenus feignants après le Covid, hein, d'avoir été comme ça noyés sous l'argent public, d'être restés à la maison? Est-ce qu'ils n'y auraient pas pris goût? Est-ce qu'on n'aurait pas tous une immense flemme, hein, peut-être. Peut-être, et effectivement, la France face à une épidémie de flemme, les enfants. Depuis la crise sanitaire, regardez-moi cette feignasse qui met les pieds sur le sofa. Moi, je supporte pas ça, c'est dégueulasse, putain. On le sait, la crise sanitaire et les confinements ont modifié notre mode de vie et notre façon de consommer, mais ils ont aussi impacté notre motivation au travail et notre envie de sortir de chez soi, comme le montre une enquête de la Fondation Jean Jaurès et de l'IFOP. Alors tout ça est absolument sans intérêt, il y a juste le témoignage à la fin qui m'a amusé. D'une façon générale, une partie des actifs, et notamment les plus jeunes, se sont petit à petit désengagés de leur travail, un peu comme s'ils étaient entrés dans une forme de résistance silencieuse et passive. Un phénomène illustre cela, le quiet quitting. J'ai un accent à la Macron. La démission silencieuse. Il consiste à en faire le moins possible au travail sans se faire licencier. Alors, est-ce que les gens sont devenus des branleurs, des feignants, etc. Ben non. Eh ben non, les enfants. C'est tout simplement le résultat de la politique économique et managériale de ces 20 ou 30 dernières années qui consiste à avoir des gens substituables parce qu'on ne veut surtout pas être otage de son employé, on ne veut pas dépendre de lui et donc on va lui donner une micro-tâche, une micro-responsabilité, quelque chose que n'importe qui peut être formé en une demi-journée. Voilà. Alors forcément, les gens s'emmerdent au boulot, ils n'ont pas de perspective d'avenir et ils font du quiet quitting. Année 2000. Désormais, nos employés seront une variable d'ajustement comme les autres. Les actionnaires exigent plus de rentabilité. Hop, 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 on licencie. Regardez-moi ce jeune cadre dynamique à la Macron. Et là, quelques années plus tard, 2020, il a pris un sacré coup de pelle. C'est quand même un comble. Nos employés démissionnent sans prévenir. Ils n'adhèrent plus à la culture d'entreprise, laquelle n'est d'ailleurs plus leur priorité. On se demande comment on en est arrivé là, hein. Le quiet quitting, ouais, les enfants, les gens veulent plus travailler. Et c'est tout à fait normal. Moi, c'est ce que j'appelle la mentalité du salarié de merde. J'en avais un petit peu parlé sur le cercle Aristote. C'est-à-dire qu'il y a un moment
ou à la suite de mes déconvenues d'expérience professionnelle, où je me suis rendu compte qu'on était mieux payé à lécher le cul du patron qu'à travailler, je me suis assez vite rendu compte que tu vois tes collègues de boulot qui sont là depuis 10 ans, qui ont le même salaire que toi, et qui ont juste eu une évolution salariale liée à l'ancienneté. Tu vois que tu n'as pas d'évolution de carrière possible, c'est-à-dire que tu vas rester, dans les 10 prochaines années, tu vas rester à ton poste de merde payé au SMIC, et la seule perspective que tu as, c'est l'augmentation à l'ancienneté. Est-ce que tu vas faire des efforts? D'autant plus que ton super salaire qu'on te donne ne te permet même pas de te loger. C'est-à-dire que tu as le SMIC ici en Haute-Savoie, tu loues pas une maison. Tu loues un 2 pièces, grand maximum. Tu loues un studio. C'est la deuxième zone la plus chère après Paris. Une baraque ici, c'est 1 500 €. Donc qu'est-ce qu'on fait même avec 2 SMIC? T'as pas accès à la location d'une maison. Est-ce que je vais être motivé? Peut-être pas. Est-ce que je vais me mettre au chômage? Là, si je me mets au chômage d'un SMIC à 800 balles, est-ce que mon niveau de vie est franchement différent? Bah non, c'est le même. C'est pareil. Donc j'ai pas de perspective personnelle d'enrichissement, de développement, parce que tu peux te dire, bon, le boulot est pourri, c'est dur, c'est pas intéressant, c'est ceci, c'est cela, mais je peux économiser, et en travaillant dur, je vais gagner un peu d'argent, et puis je vais pouvoir peut-être me lancer dans d'autres activités, faire une formation en parallèle, ou économiser pour lancer ma propre activité, ou bien avoir mon logement, ou une forme de sécurité de l'emploi, et une sécurité d'un niveau de vie. Tu vois, il y a plein de gens qui ont un boulot qui est pas terrible, mais qui compensent par une vie familiale ou annexe un peu plus trépidante. Mais pour ça, il faut quand même avoir suffisamment d'argent pour s'installer. Et aujourd'hui, tu as plein de boulots qui ne te donnent même pas ça. Tu as des trentenaires qui sont chez leurs parents, qui n'ont pas de perspective d'avenir, ni dans leur travail, ni avec l'argent qu'ils gagnent par leur travail. Est-ce que tu vas t'investir dans le monde de l'entreprise? Peut-être pas, hein. Peut-être que quand tu as fait le calcul, tu te dis « mais c'est de la grosse merde tout ça ». Moi j'ai fait le bilan il y a quelques temps, je me suis dit « mais si j'ai un logement, c'est parce que je l'ai construit. Si j'ai un travail, c'est parce que je l'ai appris par moi-même. Et si j'ai un emploi, c'est parce que je l'ai créé ». Je suis assez sceptique sur l'économie de marché en ce moment en France. Normalement, tu vas à l'école, tu apprends un emploi dans un domaine, tu te spécialises, tu vas dans des entreprises elles-mêmes spécialisées, et normalement, tu dois tirer de cette spécialisation un niveau de vie plus élevé que si tu répondais à tous tes besoins par toi-même. Tu travailles pour les autres, et ensuite tu achètes leur travail. Et comme tout le monde est plus efficace en étant spécialisé, tu as une augmentation globale du niveau de vie. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux construire sa baraque soi-même, il vaut mieux apprendre par soi-même, il vaut mieux tout faire soi-même. Il vaut mieux faire pousser sa bouffe soi-même aussi. Moi, j'ai les patates à la cave, l'inflation, on connaît pas. Et en plus, elles ont bon goût, et c'est pas de la saloperie. Voilà où on en est. Faut produire ses légumes, faut produire sa viande, faut produire son logement, faut produire son emploi. Et t'es plus riche que si tu recours au marché. Il n'y a pas un souci quelque part. Non. Allons-y. Continuons comme ça. Et gueulons sur les chômeurs, parce qu'en fait, c'est pas que l'emploi aujourd'hui n'est plus rentable, c'est pas qu'on est trop mal payé et une vie trop chère à côté. C'est que les gens sont des feignasses qui veulent pas travailler, bien évidemment.